L'accord de paix au Mali ayant du mal à s'appliquer, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution. Elle est assortie de sanctions. Assassinat du chef de l'armée du Lesotho mardi, un drame qui pourrait raviver les tensions dans ce royaume d'Afrique. En Afrique du Sud, l'opposition insiste à demander le départ de Jacob Zuma. Plusieurs partis ont défendu mardi une requête. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Mort par balle du chef de l'armée du Lesotho, le Premier ministre du pays a déclaré que les services de sécurité enquêtent sur cet assassinat survenu mardi au cours d'une fusillade dans la capitale, Maseru. Cet assassinat pourrait raviver les tensions dans ce royaume africain à l'histoire politique mouvementée. Mardi, au Lesotho, a été abattu le chef d'état-major de l'armée, le général Kwantle Motsomotso. Cette tuerie, orchestrée au cours d'une fusillade dans la capitale Maseru, constitue un sérieux revers pour ce royaume d'Afrique. Deux autres officiers supérieurs, le colonel Tefo Achatsi et le général Boulane Seychelles, ont également été tués dans cet échange de coups de feu. Je peux vous assurer à la nation et à tout le monde que la situation jusqu'à maintenant est sous contrôle. Les services de sécurité, la police, l'armée, le renseignement national, entre autres, travaillent ensemble. Je saisis cette occasion pour présenter toutes mes condoléances aux familles concernées. En effet, mardi, le colonel Tefo Achatsi et le général Boulane Seychelles ont tenté d'entrer de force dans le bureau du chef d'état-major. Il y a eu une fusillade entre un de leurs complices qui a pris la fuite et les gardes du corps du commandant, d'après un responsable militaire sous couvert d'anonymat. Cet assassinat intervient 3 mois après les élections législatives qui ont porté Tabane à la tête du gouvernement. Le Lesotho a une longue histoire d'instabilité politique illustrée par des coups d'État militaires en 1986 et 1991, des tentatives comme en 2014 et de nombreux incidents impliquant l'armée. Difficulté à mettre en application l'accord de paix au Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi à l'unanimité une résolution. Cette dernière crée un régime général de sanctions pour le Mali où les entraves au processus de paix et de réconciliation se multiplient. La décision prise par le Conseil de sécurité de l'ONU vise en quelque sorte à forcer la paix au Mali. Il s'agit d'une demande explicite du gouvernement malien et cela devrait donner un nouvel élan à l'accord de paix de 2015, depuis lors sérieusement menacé. Dans cette résolution figure la possibilité d'interdiction de voyage et de gel d'avoirs. L'adoption du texte va être suivie de la création à l'ONU d'un comité de sanctions pour identifier les individus ou entités contrevenant à ces dispositions. Il sera aussi question de la création d'un panel d'experts devant s'assurer du respect des sanctions. La désignation d'individus ou d'entités sera liée à des violations du cessez-le-feu, à des obstructions à la mise en œuvre de l'accord de paix, à des attaques contre les forces armées maliennes ou les casques bleus, à des violations des droits de l'homme ou encore à des obstacles à l'acheminement d'aide humanitaire. Alors que des pays comme la Russie ou l'Éthiopie avaient émis de réserves sur l'opportunité d'instaurer un régime de sanctions pour le Mali, la France, rédactrice du texte, a tenté de les rassurer. Pour défendre son projet, la France a souligné qu'à ce stade, il n'était question que de créer un régime général de sanctions et que l'identification de contrevenants n'interviendrait qu'ultérieurement. La résolution se limite à rappeler les nombreuses violations du cessez-le-feu ayant accompagné la mise en place de l'accord de paix signé en 2015. Aussi dénonce-t-elle les violations qui ont touché le pays ces derniers mois et l'importance que conservent certains mouvements armés djihadistes.
Le Burkina Faso a mis en place un nouveau dispositif sécuritaire dans la capitale Ouagadougou, théâtre des attaques terroristes qui ont fait 19 morts mi-août. C'est une annonce faite lundi par le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Des propos qui rassurent les occupants des lieux. Nous avons pris des dispositions sur Kwame Nkrumah. Vous verrez des mesures pérennes de nuit comme de jour pour minimiser beaucoup de risques d'attaques djihadistes, a déclaré Simon Compaoré à l'issue d'une rencontre à huis clos avec les riverains et responsables de boutiques et autres commerces de cette avenue. Le 13 août, cette artère principale de la capitale burkinabé a été la cible d'une attaque terroriste, 2 assaillants ayant ouvert le feu sur un café-restaurant halal, tuant 19 personnes et en blessant 21 autres. En janvier 2016, une précédente attaque qui avait visé le restaurant Cappuccino, l'hôtel Splendide, l'hôtel Yibi et le taxi Bruce, également situé sur l'avenue Kwame Nkrumah, avait fait 30 morts et 71 blessés. Nous avons bien voulu les rencontrer cet après-midi pour leur dire ce qui a été entrepris pour que cette avenue soit désormais une avenue plus sécurisée, une avenue plus belle qu'elle ne l'est actuellement, parce que des mesures fortes sont en train d'être prises. Selon des riverains de l'avenue Kwame Nkrumah, interrogés par l'AFP, des patrouilles à pied et en pick-up, tout comme des contrôles d'identité, sont régulières le long de l'artère depuis quelques jours. Au niveau de la sécurité c'est quoi? C'est nous tous qui est la sécurité. C'est tout le monde qui est la sécurité, selon moi en tout cas. Puisque quand on dit les forces de l'ordre, ils ne peuvent pas être dans leur caserne, savoir ce qui passe ici. Mais c'est ceux qui sont ici qui peuvent donner l'information, ce qui passe là, sinon... Pays sahélien, jusque-là épargné par les attaques et enlèvements d'occidentaux, le Burkina est entré depuis avril 2015 dans un cycle d'enlèvements et d'attaques islamistes, surtout dans le nord du pays, frontalier du Mali et du Niger. Au Niger, l'autorité du bassin du fleuve Niger a lancé mardi une alerte sur des risques d'inondation dans la capitale Niamey. Vigilance, c'est donc le mot d'ordre lancé à toutes les populations qui vivent dans la capitale, souvent exposées aux affres causées par la pluie. À Niamey, des pluies torrentielles ont déjà fait 17 morts depuis juin. Et pour l'autorité du bassin du fleuve Niger, les risques de montée d'eau rapides sont réels. La vigilance doit être de mise. L'ABN a lancé l'alerte jaune, le plus bas des 3 niveaux d'alerte dans les zones riveraines du fleuve Niger, dont Niamey. Une brusque montée du niveau de l'eau de plus d'1 mètre est observée à la station de Niamey et a provoqué déjà une crue locale, explique l'ABN, basée à Niamey et regroupant 9 États. Selon les services météorologiques, il est tombé à Niamey près de 140 mm d'eau le 14 juin, soit un record de précipitations en une seule journée depuis 1905. Et les fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger ont déjà fait 44 morts et plus de 70 000 sinistrés dans tout le pays, selon le dernier bilan officiel. La montée des eaux à Niamey se propage habituellement vers l'aval du fleuve, à Malanville au Bénin, et jusqu'au Nigeria, où elle provoque de graves inondations. 3e fleuve d'Afrique, le Niger dispose d'un bassin de plus de 2 millions de kilomètres carrés où vivent plus de 100 millions de personnes, de la Guinée au Nigeria. C'est devant la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud que plusieurs partis d'opposition ont défendu mardi une requête. Celle-ci vise à contraindre le Parlement à engager une procédure de destitution contre le président Jacob Zuma. Ce dernier étant mis en cause dans une série de scandales de corruption. Jacob Zuma n'est toujours pas sorti de l'auberge. Le chef de l'État sud-africain, englué dans plusieurs dossiers de corruption, est plus que jamais indésiré par l'opposition. Cette dernière a ouvert mardi 2 nouveaux fronts dont l'objectif est clair. Il est question de tenter de précipiter la chute du président sud-africain, d'abord devant la justice, puis au Parlement. Il y avait un tel mouvement qui a été battu, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin des batailles. On reviendra en jugement, on descendra dans les rues, on viendra à la cour quand ça comptera le plus.
Nous devons laisser le temps à la Cour de finaliser ce processus, puis nous étudierons les possibilités qui s'offrent à nous. C'est le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui a rouvert les hostilités devant le Parlement mardi en présentant cette fois une motion visant à avancer les élections générales, normalement prévues en 2019. Depuis des mois, ses adversaires essaient en vain de faire tomber le chef de l'État, alors que Jacob Zuma doit normalement se retirer en 2019 à l'issue de son second mandat de 5 ans à la tête du pays. Le Congrès américain a repris ses travaux mardi après la trêve estivale. En haut de l'agenda des représentants et sénateurs, le projet de réforme de la politique migratoire de Donald Trump. Celui-ci prévoit notamment de mettre fin à la protection des Dreamers, les jeunes sans-papiers qui bénéficient actuellement d'un statut temporaire leur permettant d'étudier et de travailler. Gestion de la migration aux États-Unis. Le président américain a mis un terme mardi au programme mis en place par son prédécesseur Barack Obama. Ce dernier a permis à des centaines de milliers de jeunes sans papier de rester aux États-Unis. Une décision qui a provoqué de vives réactions dans le monde politique et économique. Le sort des quelques 800 000 Dreamers qui bénéficient actuellement d'un statut temporaire leur permettant d'étudier et de travailler est désormais extrêmement incertain. Le président Trump n'est pas fier de ce que l'administration a fait aujourd'hui. Sinon, il serait venu lui-même. Cela montre qu'il a probablement honte de cette situation. Monsieur le Président, le Congrès a désormais la capacité et le devoir d'agir. Les démocrates feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher cet ordre terriblement mauvais de Trump de devenir une réalité. La Maison-Blanche a appelé le Congrès à légiférer dans les 6 mois, mais un compromis sur l'immigration est loin d'être acquis. Donald Trump n'a pas immédiatement pris la parole pour expliquer son choix, mais insisté dans un communiqué sur la nécessité de donner la priorité aux travailleurs américains, assurant quelques heures plus tard, depuis le bureau ovale, qu'il avait beaucoup d'amour pour ces jeunes. Il a renvoyé la balle dans le camp du Congrès. Une note de sport dans cette édition avant de mettre fin à ce journal. La Côte d'Ivoire a gâché une belle occasion de se rapprocher du Mondial 2018. Défaite à la surprise générale par le Gabon, 1-2. C'était mardi à Bouaké lors de la 4e journée de la poule C des éliminatoires de la zone Afrique. Les éléphants qui restent sur 3 participations de suite en phase finale ont peut-être perdu très gros. Avec 7 points, ils passent même sous la menace de leurs adversaires du jour, totalement relancés. La 3e défaite en 4 matchs arrive au pire des moments. Les éléphants devront vite se ressaisir dès le 6 octobre au Mali pour ne pas voir le mondial depuis chez eux. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames et messieurs. Ravi de vous l'avoir présenté. Merci à vous pour votre fidélité chaque fois démontrée. Au revoir.